En 1993, âgé de 25 ans, après avoir traversé l'Afrique en diagonale sur un trajet de 17 000 km par voie terrestre au départ de Strasbourg, je fus rejoint par mon compagnon d'aventure Nicolas à Bombay, en Inde. Nos retrouvailles furent fêtées comme il se doit au Gewürztraminer et foie gras que Nicolas me ramenait depuis mon Alsace natale. Une semaine plus tard, après avoir traversé l'Inde en train et bus et visité quelques lieux mythiques comme le Taj Mahal, nous étions arrivés à Manali, au cœur de l'Himachal Pradesh, d'où nous voulions nous enfoncer dans la région la plus enclavée de l'Himalaya indien, le Zanskar, ouvert aux étrangers depuis seulement 1975. À cette époque, le seul moyen motorisé pour rejoindre Padoum, la capitale administrative du Zanskar, se faisait par le nord, par un long voyage en minibus à travers des cols infranchissables en hiver. Mais il existait également un itinéraire de trek permettant d'y accéder directement par le sud, à travers un col difficile, seulement praticable en été, le Shingola, à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est cet itinéraire que nous avions choisi avec Nicolas. Après une journée de bus à partir de Manali pour nous rendre à notre point de départ d'Arsha, à 3500 mètres d'altitude, nous sommes partis pour notre premier objectif, le col du Shingola. J'étais déjà bien accoutumé à l'altitude pour avoir gravi en solo la pointe Lennana sur le mont Kenya à 4985 mètres d'altitude 2 mois plus tôt et pour avoir traîné pendant une semaine dans l'Himalaya pakistanais le mois précédent. Mais ce n'était pas le cas de Nicolas, qui, dès Darsha, souffrait du mal d'altitude. Nos sacs à dos de plus de 25 kg contenaient 15 jours de nourriture déshydratée, 800 g de fromage et 500 g de jambon forêt noire ramené par Nicolas de France. Il nous fallut 2 jours pour remonter une vallée déserte desservie aujourd'hui, mais depuis peu, par une route goudronnée. À l'époque, la vallée était impossible d'accès aux véhicules avec des franchissements de rivières réservés aux piétons et à leur monture. Pour quelques roupies, des opérateurs vous faisaient passer de l'autre côté d'un torrent large de 15 mètres dans la nacelle d'un téléphérique, les chevaux traversant à la nage. La construction de cette route débutera en 2015 seulement, grâce à un moine à la retraite désireux d'œuvrer pour le désenclavement de cette région et qui avait tout vendu pour acheter un bulldozer. Il est possible désormais de passer le col à vélo, en 4x4, en camion et bientôt en voiture grâce à la construction d'un tunnel par le gouvernement indien. À cause du mal d'altitude de Nicolas, qui souffrait d'horribles migraines, nous mîmes 5 jours pour gravir le col, obligés de procéder par paliers afin que mon compagnon puisse s'acclimater. De l'autre côté, très peu de villages le long de la rivière Kourgak que nous allions longer pendant quelques jours jusqu'au monastère de Puktal Gompa. Nous y avons passé une nuit extraordinaire, dans une petite cellule que les moines louent parfois aux touristes. Accroché dans la falaise, ce monastère offre la plus belle vue qu'aucun hôtel ne m'ait jamais offert. À Puktal, nous décidâmes de ne pas passer par Padoum, mais de quitter l'itinéraire principal dans l'objectif de couper directement à travers la montagne vers Leh, au Ladakh, à travers un col à 5600 mètres, le Chapodak La. Mais n'ayant que de très mauvaises cartes où ne figurait pas ce col, notre navigation fut des plus difficiles, sur des sentiers vertigineux, très peu fréquentés, et donc avec personne à qui demander notre chemin. Nous souffrions depuis le premier jour du trek d'une amibiase carabinée qui avait complètement détraqué notre système digestif. Les flatulences rendaient l'atmosphère de notre tente irrespirable. Nicolas refusait de rentrer dans celle-ci avant que je ne m'enferme hermétiquement dans mon sac de couchage qu'il surnommait le filtre à paix. Nous étions pris de diarrhée si violente au milieu de la nuit qu'elle nous obligeait à ramper hors de notre abri, plié en deux. Nicolas maigrissait à vue d'œil. Il nous fallait plus de nourriture. Nous avions pu acheter de la farine et les moines de Puktal nous avaient appris comment réaliser des chapatis. Tous les jours, nous en concoctions une dizaine afin de disposer de nourriture au petit déjeuner et à midi. Le soir, nous avions droit tous les deux
à un sachet de nouilles chinoises agrémenté de quelques boulettes de soja déshydratées. À partir de Puctal, nous naviguâmes à vue. Nous suivions une rivière dans la direction approximative de Lé. Aucune de nos 3 cartes n'était exacte. Des villages où nous pensions nous approvisionner étaient représentés là où il n'y avait rien. Comme nous avions perdu notre boussole, il nous fallait attendre midi chaque jour pour pouvoir déterminer grâce au soleil la direction précise du sud. Sur cette partie du trajet, nous marchâmes jusqu'à 4 jours entre 2 lieux habités et parfois 2 jours sans croiser âme qui vive. Exactement l'isolement dont nous avions besoin pour apprécier pleinement la beauté de la plus haute chaîne de montagnes du monde. Notre premier village devait être le monastère de Tantak, que nous n'allions jamais trouver. À l'endroit indiqué sur la carte, un hameau minuscule, habité par 2 femmes qui nous indiquèrent la direction à suivre pour rejoindre le village de Chadi. Nous avions quitté la rivière que nous suivions depuis 3 jours lorsque nous aperçûmes au sommet d'une colline plusieurs points noirs devant appartenir à de gros animaux que nous prîmes pendant quelques minutes pour des ours dévalant la pente pour nous dévorer. Fausse alerte, ce n'était qu'un troupeau de yaks. Arrivé à Chadi, l'un des villages les plus isolés du Zanskar à 4200 mètres d'altitude, nous fûmes invités par celui qui semblait être le chef et qui nous procura de la farine, du yaourt appelé yo et des oignons. En partant, je cédai sans regret mon opinel à notre hôte à qui il faisait tant envie. Je suis sûr qu'il l'a encore. Moi, je garde sentimentalement le canif qu'il m'a donné en échange. Le soir, après un col éprouvant à cause de notre faiblesse due à l'amibiase dont nous souffrions de plus en plus tous les deux, nous pûmes construire notre premier four à pain. Nous avions désormais tous les ingrédients pour réaliser une tarte flambée. De la farine, des oignons, du yaourt et le jambon ramené de France par Nicolas. Le résultat dépassa nos espérances. L'aspect et le goût étaient similaires à une bonne flammekuche bien de chez nous. Heureusement, la bouse de yak séchée qui nous servait a augmenté les capacités calorifiques du peu de bois que l'on trouve à cette altitude, n'altérait en rien la saveur de notre réalisation. Que du bonheur. Plusieurs tartes se succédèrent ce soir-là dans notre four, ainsi que notre première miche de pain que les quelques sachets de levure que nous possédions avaient rendu possible. Pendant plusieurs jours, nous allions explorer 3 vallées successives à la recherche du chapeau d'Akla à 5600 mètres d'altitude qui devait nous permettre de passer au Ladakh en direction de Lé. La première vallée aboutissait à un cul-de-sac, la deuxième également, ainsi que la troisième. Impossible de passer. Nous devions faire demi-tour. Au campement de Ningri, franchement à court de nourriture, nous abandonnâmes l'idée de franchir le col fantôme et prîmes la direction opposée vers le village de Zangla. Nous étions sans le savoir à l'entrée de la bonne vallée vers le chapeau d'Akla, mais nous l'apprendrions que quelques jours plus tard. Après un col magnifique à 5150 mètres d'altitude, nous suivîmes encore une rivière sur un sentier vertigineux à la limite du franchissable, avant d'arriver soulagés et complètement à court de nourriture en vue du palais de Zangla, après 19 jours de marche. Du village de Zangla, nous rejoignîmes le lendemain, épuisés, la petite ville de Padoum où nous allions rester 3 jours pour nous reposer, nous goinfrer et préparer la suite de notre aventure qui allait nous mener au Cachemire à travers le col de l'Umasila à 5340 mètres d'altitude. Nous nous fîmes déposer par un camion dans un village à quelques dizaines de kilomètres au nord de Padoum pour y débuter notre deuxième trek. Nous mîmes 3 jours pour arriver au pied de ce que nous pensions être, mais sans certitude, le col de l'Umasila. La météo s'étant dégradée, nous installâmes notre tente sur un rocher, seul espace plat et horizontal du coin. Heureusement, l'endroit était fréquenté, et nous rencontrâmes dès le matin plusieurs groupes venant ou allant au col que nous allions nous aussi franchir le 4e jour après une lente ascension due au manque d'oxygène.
Le lendemain, en quittant le glacier sur lequel nous avions campé, j'avais pris beaucoup d'avance. Nous voyant arriver mon binôme, je retournai sur mes pas jusqu'à un embranchement. Pensant que Nicolas avait pris le mauvais sentier, je me mis à courir dans l'idée de le rattraper alors que Nicolas était en fait toujours derrière moi. Nous foncions, chacun, en pensant que l'autre était en tête, moi sur les flancs de la montagne et Nico dans la vallée sur le sentier principal. À force de cris, je finis par repérer Nicolas en contrebas et dégringoler la pente pour le retrouver. L'émotion fut si forte qu'il nous fallut une après-midi pour nous en remettre. Nous étions restés près de 2 heures sans nous voir. À partir de là, les premiers villages apparurent avec leurs moulins à eau et quelques boutiques pour améliorer notre ordinaire. Nous redécouvrions la végétation et les constructions modernes au fur et à mesure que nous perdions de l'altitude. Nous venions de réaliser notre record de durée entre 2 villages, 6 jours. Nous finîmes par rejoindre quelques jours plus tard une piste carrossable au village de Bader. S'ensuivit un long trajet en minibus vers Kitchwar, où nous trouvâmes notre première pharmacie pour y acheter enfin du Flagyl, l'antibiotique qui allait nous débarrasser des amibes qui nous avaient pourri la vie pendant 1 mois. Chargés comme des mules, inexpérimentés, sans moyens de navigation, affaiblis par la maladie et sous-nutris, nous avions parcouru seulement 260 km en 30 jours de marche. Notre amitié et solidarité fut indéfectible. Nous n'avions jamais perdu espoir et maintenu notre morale au beau fixe dans les pires moments. C'est grâce à ce lien créé en 1993 que nous pûmes par la suite nous engager dans de magnifiques virées au Maroc ou en Mauritanie, toujours avec la même bonne humeur, expérience en plus.